les amis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 8 mai. Voilà, donc aujourd'hui c'est un jour férié. Je viens de finir mon quatrième livre de ma palle et je vais vous faire donc un bilan lecture. Alors dans ce bilan lecture, donc il y a quatre livres différents, voilà, quatre genres différents et je vais vous les présenter. Donc en premier lieu, donc j'ai lu les deux premiers tomes plutôt de la saga La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu, que j'ai en hardback, moi, dans ce format magnifique avec le petit stylet en tissu qui va bien. Donc les deux premiers tomes, ce sont les tomes de Daphné et de Anthony, donc deux enfants de la famille Bridgerton. Donc je pense que tout le monde connaît la chronique des Bridgerton, surtout si vous l'avez regardé sur Netflix comme moi. Moi j'ai regardé toute la série avant de commencer les livres. Donc voilà. Et je dois dire que ces deux premières histoires-là sont bien différentes de la série Netflix, mais ce qui est normal. Alors nous sommes dans un premier temps donc avec Daphné, qui est la fille aînée des Bridgerton. Voilà, sa mère Violette veut absolument marier tous ses enfants. Elle en a donc, si je calcule, 7, je crois, 7, 6, 6, 7. Donc il y a donc Anthony, qui est le fils aîné. On a donc Bénédicte, Colline, Daphné, Francesca, Héloïse, Grégory et Hyacinthe. Voilà. Donc tous ces enfants-là donc, sont les enfants de Violette Bridgerton. La famille Bridgerton a malheureusement perdu leur papa. C'est la mère qui prend soin de ses enfants, même si la plupart de ses enfants maintenant sont adultes, sont majeurs et vaccinés. Mais donc c'est du coup le fils aîné, donc Anthony, qui doit surveiller donc ses sœurs. Voilà, il doit prendre soin de la famille vu que c'est le chef de famille. Et en fait, donc Daphné va rentrer dans la bonne société vu que maintenant bah, elle est en âge de se marier. Donc pour sa mère, il est temps qu'elle trouve un bon parti. Voilà. Et donc dans cette histoire, elle va aller donc dans les balles qui sont qui font faire toute la saison, voilà. Et donc durant donc, toutes ces soirées, elle va faire la connaissance d'un ancien ami à Anthony, donc son meilleur ami qui revient en Angleterre parce que son père vient de décéder et qu'il a hérité de toutes ses terres. Donc, cet ami s'appelle Simon, Simon Hastings, voilà, qui est devenu duc et qui refait donc son apparition donc en Angleterre. Il revient à Londres pour régler les affaires de son père. Son seul attrait, lui, c'est de résoudre donc toutes ses affaires et de repartir, fissa, pour continuer à faire son petit tour du monde. Sauf que donc Simon va faire la connaissance de Daphné et tous les deux vont totalement tomber sous le charme. Mais le petit problème, c'est que en fait Simon ne veut pas ni se marier ni avoir d'enfant. Pour une raison bien précise que je ne vais pas absolument pas vous dire. Et surtout, il ne veut absolument pas tomber amoureux. Sauf que Daphné est là et en fait, il ressent vraiment quelque chose pour Daphné. Il y a cette petite étincelle qu'il ressent pour elle et ça lui pose positivement problème. Pour Daphné, par contre, elle va tomber amoureuse de Simon et en fait, elle pense que ce serait une bonne idée que elle et Simon donc s'allient pour que Daphné puisse trouver des prétendants autres que Simon. Voilà. Alors au départ c'est ça, c'est juste un petit accord entre eux.
parce que en fait, Daphné a beaucoup de mal à trouver, son prétendant vu que les, comment dire? Les jeunes hommes qu'elle connaît, la considèrent plus comme une camarade que comme une potentielle, future épouse. Et donc ils vont, tous les 2, donc Daphné et Simon Hastings vont trouver un compromis. Donc lui, Simon, ça lui éviterait, comment dire? D'avoir toutes les femmes, en pâmoison devant lui, ce qui lui permettrait de rentrer, de finir ses affaires et de partir de Londres. Et Daphné, elle, ça lui permettrait de trouver, un, prétendant, qui pourrait, vouloir l'épouser. Sauf que, bah, cette petite stratégie ça va se retourner contre eux, vu qu'ils vont tout simplement tomber amoureux et que ça va poser, véritablement problème. Parce que, bah, Anthony, lui, le frère aîné de Daphné, ne veut pas que Simon tombe amoureux de Daphné. Daphné, elle lui dit que, ce n'est pas possible, qu'elle n'est pas amoureuse de lui alors que ce n'est absolument pas le cas. Vu qu'elle est, folle de lui, ils sentent bien tous les 2 qu'il y a quelque chose entre eux et donc ils vont jouer, cette stratégie-là, bah, bien évidemment au final, ça va se retourner contre eux et comment dire? Ils vont finir, par se marier, mais ça va toujours poser un petit problème, vis-à-vis d'Anthony vu qu'il cache un secret très, très lourd, vis-à-vis de sa jeunesse, vis-à-vis de son passé, vis-à-vis de son père. On va dire que, pas Anthony, Simon, pardon. Simon a eu une enfance pas banale. Voilà, heu, il a un lourd secret enfoui en lui et c'est pour cette raison qu'il ne veut ni se marier ni avoir d'enfant. Mais après à savoir ce que c'est, là, je ne vous le dirai pas, je vous laisse le découvrir si vous n'avez pas encore regardé la série Netflix. Donc ça, c'est dans le premier. Donc dans le deuxième, donc on est avec Anthony, donc le fils aîné des Bridgerton, qui lui, alors pareil, lui, c'est pas qu'il ne veut pas se marier, donc lui, il veut se marier, mais il ne veut pas tomber amoureux. Pour une raison bien simple que je ne vais surtout pas vous dire, mais on va dire que ça a un lien avec son père, voilà, qui est décédé. Leur père, qui était un homme, très, très bon avec eux, il a été très bon avec eux, il a été très bon avec sa mère. Sa mère et lui se sont aimés d'un amour, passionnel. Malheureusement, le père d'Anthony est décédé, d'une façon, tragique, qui n'était absolument pas attendue, à un âge, qui n'était pas, vraiment souhaité, vu qu'il est mort à 38 ans malheureusement. Anthony n'avait que 18 ans et savoir que son père est mort, ça l'a totalement traumatisé. Et donc il y a un lien entre le fait que son père soit décédé et le fait qu'il ne veuille pas tomber amoureux, de sa promise. Voilà. Donc il est prêt, à se trouver une femme, mais le problème c'est qu'Anthony, comment expliquer ça? C'est un libertin. Voilà, donc comment dire? En fait, c'est comme une abeille, il bourdonne à tous les, à toutes les fleurs. Voilà, il cherche son miel, il cherche, son pollen sur toutes les fleurs, du jardin. Du coup, ça, lui donne une mauvaise réputation et le fait est que lors d'un bal pareil, il va rencontrer donc une jeune femme, Edwina, qui est avec, sa sœur dont je ne me souviens absolument plus du prénom, mais c'est pas grave. Donc Edwina, et sa sœur donc, qui, est beaucoup plus jeune, donc qu'Edwina. Edwina est la sœur aînée, et la sœur d'Edwina donc, veut faire son entrée, dans le monde, donc elle veut absolument se marier, trouver un bon parti pour pouvoir, comment dire? Donner une sécurité à sa sœur. Voilà, leurs parents, apparemment sont non, leur père, pardon, excusez-moi, je me trompe. Leur père est décédé, et c'est la belle-mère, d'Edwina, donc et Edwina en fait est, la fille, et la
demi-sœur, voilà, et la demi-sœur de sa demi-sœur, voilà, si vous arrivez à comprendre. Donc en fait, le père d'Edwina est décédé. Mais avant de mourir, il s'est remarié donc avec une femme avec qui il a eu donc la demi-sœur d'Edwina. Mais elle la considère comme sa petite sœur, hein, parce que voilà, pour elle, c'est sa sœur, et pour elle, sa belle-mère, c'est sa mère. Même si elle ne l'appelle pas maman, c'est quand même sa mère. Voilà. Donc, j'en reviens à mes moutons, donc Edwina, veut que sa sœur trouve un parti pour pouvoir, comment dire? Un bon parti, qui pourrait, subvenir à leurs besoins parce que, maintenant que leur père est décédé, donc c'est à Edwina de prendre soin de sa sœur et de sa belle-mère, mais comme il n'y a pas beaucoup d'argent, donc ils ne peuvent pas, comment dire? Vraiment vivre, alors au-dessus de leurs moyens. Voilà, ils essayent, de faire partie de la bonne société, mais voilà, le mieux, ça serait que sa petite sœur, donc trouve un bon parti, comme ça serait, le comment dire? Le mari de sa sœur qui prendrait soin donc, d'Edwina et de sa belle-mère. En gros, hein, c'est ça. Et en fait, lors d'un bal, donc Anthony va rencontrer donc Edwina et sa petite sœur, donc à la base, il devrait, comment dire? Être intéressé donc par la sœur d'Edwina. Sauf que les choses ne vont absolument pas se passer comme prévu, vu qu'il va, totalement, tomber, amoureux d'Edwina. Ce qui va le déstabiliser parce que pour lui, il ne faut absolument pas qu'il tombe amoureux, d'une femme. Lui, il veut se marier sans amour. Voilà. Pour lui, ça ne le dérange pas, de se marier avec une femme qu'il n'aime pas et de lui faire des enfants, des héritiers. Voilà. Et donc, on va suivre toute cette petite histoire-là avec Anthony. Donc bien évidemment, qu'il va se marier avec Edwina, mais il va y avoir, comment dire? Le passé qui va le rattraper, donc comme avec, Simon dans le premier tome. Lui, son passé va le rattraper et comment dire? Le mariage avec Edwina, ça va être assez compliqué parce qu'il a vécu un traumatisme par rapport à la mort de son père et ce traumatisme-là, il ne l'a pas encore, effacé de sa mémoire, ce qui est, relativement, normal, mais il faut, qu'il trouve un moyen, comment dire? D'évacuer ce traumatisme parce que, ça l'empêche, d'aimer comme il le voudrait, Edwina et puis de faire sa vie avec elle, de l'aimer comme il devrait et potentiellement de lui faire des héritiers. Voilà. Donc voilà, donc on va être dans ces 2 histoires-là avec Daphné et Anthony, donc les 2 premiers enfants des Bridgerton. Ça a été une bonne histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si je trouve que, comment dire? Les situations ne sont pas pareilles dans le livre que dans la série. Mais, toujours est-il que j'ai beaucoup aimé, cette histoire parce que ça m'a donné envie de revoir, les 2 premiers épisodes de la série. Ce qui est quand même assez intéressant. Pareil, les personnages ne sont pas du tout pareils, dans le livre que dans la série Netflix. Parce que dans la série, en fait, Simon est, comment dire? Est, afro-américain, il a, des cheveux noirs, des yeux marrons. Alors que dans le livre là, il est brun et il a les yeux bleus. Donc déjà, quand j'ai vu ça, je dit: «Mince», je dis: «C'est pas comme dans la série, mais bon, c'est normal». Voilà, après ils peuvent pas choisir les acteurs, comme ça a été décrit dans le livre. Pareil, dans la série, on voit beaucoup la reine, voilà. Alors que là, dans le livre, on ne la voit absolument pas à aucun moment. Voilà. Et il y a plein de petites choses comme ça qu'on ne voit pas, dans le livre, qu'on voit plus dans la série, mais ce n'est absolument pas dérangeant, ça reste quand même, de très bonnes histoires. Le fond est pareil, voilà, le fond des deux histoires est pareil dans le livre que dans la série. C'est ce qui est le plus important, je pense. Voilà. Mais ça a été une bonne histoire et je pense que je m'achèterai, les 2 prochains tomes, donc le 3 et le 4, qui doit être avec Colline et Bénédicte et Colline. Voilà.
Donc je vous conseille, bien évidemment de lire donc ce livre si vous n'avez pas encore, lu cette histoire et ni vu la série. Même si vous avez vu la série, c'est pas si gênant que ça, hein. Voilà. Donc La chronique des Bridgerton de Julia, Quinn, donc le tome 1 et 2, Daphné et Anthony, aux éditions J'ai lu. Ensuite, j'ai lu, le livre d'Aurélie Valognes, La lignée, aux éditions Fayard. Donc là, nous sommes dans un contemporain épistolaire. Épistolaire pourquoi? Parce que nous allons être donc avec 2 femmes, donc Louise et Madeleine, donc 2 écrivaines. Donc on est avec Louise qui est, une écrivaine en devenir, vu qu'elle, veut depuis toute petite, écrire des livres, et on est avec Madeleine, Madeleine qui est, une écrivaine de renom, qui a écrit, bah, voilà, des livres toute sa vie, et ces 2 femmes, vont s'écrire, des lettres, parce que, bah, Louise, elle, voudrait avoir des conseils, de Madeleine, vu que c'est une grande écrivaine et vu qu'elle est, fan de cette femme, de cette écrivaine-là. Elle voudrait avoir des conseils pour, comment dire? Pour écrire son premier livre, parce qu'elle ne sait pas, comment dire? Comment faire. Elle a un peu une panne d'écriture, donc elle aimerait avoir des conseils de Madeleine, tout simplement. Louise est une femme mariée, elle vient d'avoir son premier enfant, elle a un travail, tout va bien. Sauf que elle a ce petit, comment dire? Son rêve qui s'est inachevé. Parce que son plus grand rêve, c'était de devenir écrivaine. Depuis l'âge de 8 ans, elle veut, écrire des livres. Pour elle, c'est son métier ultime, c'est, être écrivaine. Sauf que la vie a fait, bah, malheureusement, qu'elle n'est pas devenue écrivaine. Et là, donc, elle vient d'avoir son premier enfant, elle est en congé maternité et elle décide d'écrire, une lettre à Madeleine pour lui demander des conseils. Pardon. Pour écrire son premier livre, parce qu'elle ne sait pas, vraiment comment se lancer, comment faire. Même si elle a plein d'idées elle a plein d'idées, pardon, dans la tête, elle ne sait absolument pas comment faire. Et Madeleine, elle, est une écrivaine, donc qui a du vécu, qui a de la bouteille, elle a écrit des millions de livres, elle est très célèbre, de par le monde, et et donc elle reçoit donc, les lettres de Louise et elle lui répond, elle lui donne quelques petits conseils, et comme ça, elles vont se raconter simultanément leur vie. Donc, Louise va raconter à Madeleine, bah, sa vie de femme, de mère, comment dire? De femme mariée. Elle va lui raconter comment ça se passe à son boulot, et cetera, et cetera. Et Madeleine, elle va lui donner donc et des conseils, d'écriture. Donc elle va lui dire, bah, hem elle va comment dire? La rassurer, voilà. La rassurer donc, par rapport à son souhait de devenir écrivaine, et elle va aussi, comme ça, par moments lui raconter donc sa vie, donc hem, comment elle a été mariée, comment elle a eu des enfants, comment ça s'est passé pour elle, quel a été le déclic, pour elle de devenir écrivaine, et comment dire? Comment ça s'est passé, la relation avec, sa famille, le fait de devenir écrivaine, tout ça. Est-ce que sa famille l'a bien pris, et cetera, et cetera. Donc, on va suivre comme ça, de l'une à l'autre, ces 2 héroïnes, ces 2 écrivaines, qui vont nous raconter un peu, bah, leur parcours, tout simplement. Donc c'est, vraiment épistolaire, hein. Faut vraiment, aimer ce style-là, parce qu'on est une fois avec Louise, une fois avec Madeleine, une fois avec Louise, une fois avec Madeleine, et puis des fois on est avec Madeleine en premier, Louise après, enfin voilà, c'est tout des petites, des lettres en fait qu'on lit, c'est épistolaire tout simplement, voilà. Et ça a été, alors, j'ai eu peur au départ parce que j'ai eu peur un peu de m'ennuyer. Je me suis dit, c'est des livres épistolaires comme ça, c'est soit ça passe, soit ça casse, en fait». Et là, au début, j'ai eu un petit peu peur, j'ai eu peur de m'ennuyer, et puis au final, je me suis prise au jeu et je me suis prise à l'histoire de ces 2 femmes qui ont eu 2 parcours, totalement différents, mais qui au final finissent par se rejoindre, et
et et j'ai trouvé ça beau au final, voilà, j'ai trouvé ça simple, ça beau. La plume d'Aurélie Vallon que je n'avais jamais lue, je l'ai trouvée très belle. Voilà, la relation entre ces 2 femmes est très bien faite, et c'est des sujets, très intéressants. On voit comment, une écrivaine, fait bah, pour ne pas se décourager, vis-à-vis de ce cercle fermé de la littérature, de ces écrivains qui sont déjà, au top, on va dire. Comment est-ce qu'elle va arriver, Louise, à se faire une place dans ce monde-là? Et grâce aux conseils de Madeleine, au final. Et comment Madeleine, va, grâce à Louise, vouloir, réécrire un livre, le tout dernier livre qu'elle va écrire. Et c'est beau et ça finit par être beau et voilà. Donc si vous n'avez jamais lu d'Aurélie Valognes ou si vous en avez déjà lu et que vous ne voulez pas vous lancer dans cette lecture, et ben écoutez, je vous dis, lancez-vous. Si vous aimez, les romans épistolaires et oui, si vous aimez les romans épistolaires et si vous avez envie de comprendre comment comment une relation peut fonctionner comme ça par lettres et puis comment cette amitié va se créer et comment on peut devenir une écrivaine, voilà, tous les obstacles, je vais y arriver, tous les obstacles, je vais pas y arriver, tous les obstacles qu'il y a à ce métier, qui, fait marcher son imaginaire et qui, c'est pareil, c'est un métier, ça passe ou ça casse, en fait. C'est soit t'écris une bonne histoire et tu comment dire? Et tu applaudi, soit ton écrit toi, pour toi, l'histoire est bonne, mais pour les autres, c'est pas bon et dans ces cas-là, bah, tu croules. Voilà, donc comment Louise, va réussir à, dépasser, ses peurs, ses craintes, comment ça va être accueilli par sa famille et voilà et puis cette amitié qui va naître et voilà et qu'on va suivre, tout au long de ce bouquin, qui est très belle. Voilà, c'est une très belle, leçon d'amitié et on en apprend un peu plus sur le métier d'écrivain. Voilà. Donc Aurélie Valogne, La Lignée aux éditions Fayard. Ensuite, donc je me suis lancée dans toute autre chose, j'ai voulu, lire une lecture, un peu plus douce, un peu plus joyeuse aussi. J'ai voulu me lancer dans du jeunesse, donc j'ai lu, Bridget van der Puf et la grande évasion pâtissière de Martin Stewart aux éditions PKJ. Donc dans cette histoire, on va être avec Bridget Baxter, qui est une jeune fille de 8 ans qui est orpheline. Elle habite, enfin elle est, pardon, depuis 8 ans dans un orphelinat, qui est qui a pour directrice, mademoiselle, Aigrebouche, qui est une mauvaise, directrice. Elle est, abominable avec les enfants. Pardon, je vais y arriver. Elle leur fait peur, voilà, ils ne vivent pas, très, très sereinement dans cet orphelinat. La vie est très, très dure et pourtant on a Bridget qui, elle, est une enfant joyeuse, qui est une enfant espiègle, qui est une enfant, ingénieuse, qui est voilà, elle invente, plein de, comment dire? D'inventions différentes pour pouvoir échapper à, mademoiselle Aigredouce, qui n'hésite pas une seule seconde à la punir en l'envoyant dans un cachot, en, lui faisant faire, les pires punitions au monde et qui n'hésite pas aussi, à la garder, dans son orphelinat, car, lors des visites, des parents, parce que bien évidemment il y a des gens, qui viennent, à l'orphelinat pour, comment dire? Alors choisir c'est un peu, voilà péjoratif, mais, qui viennent, voir, des enfants pour ceux qui n'ont pas d'enfants justement avoir l'occasion, de pouvoir en adopter un et donc mademoiselle Aigrebouche, elle fait tout pour que, Bridget ne soit jamais, mais toujours à dire jamais, présente, lors de ses visites parentales. Voilà, parce qu'elle, ne veut pas,
que Bridget ait des parents. Sauf que un jour, il y a un homme, qui va venir, à l'orphelinat et il va, donc rencontrer mademoiselle Aigrebouche en lui demandant, s'il n'aurait pas dans son orphelinat une jeune fille qui s'appellerait Bridget, Baxter et voilà, il l'a vue en rêve et dans son rêve, en fait, il fallait qu'il l'adopte, voilà. Et donc mademoiselle Aigrebouche, comme elle aime pas, du tout Bridget, elle va dire à ce monsieur, donc monsieur Van Der Puf, qu'il n'y a pas, de Bridget dans son orphelinat. Sauf que Bridget est en train d'écouter la conversation qu'il y a et elle va, trouver un stratagème pour pouvoir échapper à, mademoiselle Aigrebouche et pouvoir être adoptée par, monsieur Van Der Puf. Ce qui va se passer et donc Bridget et monsieur Van Der Puf, vont, tout simplement s'enfuir de l'orphelinat tous les 2 et ils vont arriver donc, là où monsieur Van Der Puf habite. Donc il habite à dans une boutique, pardon, il tient une boutique, une pâtisserie, voilà et pour Bridget, elle, c'est le rêve, de, comment dire? D'être dans cette pâtisserie. Elle rêve, bah, de tous les gâteaux qu'elle va pouvoir créer et donc elle a hâte de pouvoir, commencer à fabriquer donc tous ces gâteaux. Surtout que toutes les personnes, qui viennent, dans cette, pâtisserie, sont, des personnes absolument, délicieuses. Voilà, toutes les personnes qui viennent, à la pâtisserie, sont des personnes, qui aiment les pâtisseries et monsieur Van Der Puf fait des pâtisseries à tomber. Donc il y a beaucoup de personnages différents qui sont hauts en couleur et qu'on aime tous. Voilà et en fait, Bridget va vouloir commencer à, bah, tout simplement créer ses propres pâtisseries sauf que, malheureusement, donc tout ce que Bridget réussissait à faire donc, à l'orphelinat fonctionnait, sauf que toutes les pâtisseries, qu'elle veut faire, dans la pâtisserie de monsieur Van Der Puf ratent. Voilà. Elle rate absolument toutes ses pâtisseries. Quand elle veut, créer, des cookies, bah, les cookies deviennent des cookies, coupants, voilà. Quand elle veut, créer une crème, ça va être une crème qui va se mettre à hurler. Heu, voilà, il y a plein de, comment dire? Il y a plein de petites pâtisseries comme ça qu'elle fait et ça devient vite une catastrophe. Mais monsieur Van Der Puf, lui, ne prend pas ombrage de ça, il ne lui crie pas dessus pour autant. Au contraire, ça le fait bien rire et il aime, voilà, ce que Bridget lui apporte. Voilà, elle lui apporte de l'amour, elle lui apporte, beaucoup de, comment dire? Beaucoup de douceur, beaucoup de rigolade et c'est ce qu'il lui faut parce que monsieur Van Der Puf, depuis un petit moment, a perdu sa femme et grâce à Bridget, il va retrouver, le sourire. Grâce à toutes ces pâtisseries qu'elle fait qui ratent, il va retrouver le sourire. Sauf que, ce que Bridget ne sait pas, c'est que, mademoiselle Aigrebouche prépare, comment dire? Quelque chose d'assez terrible pour Bridget. Elle prépare sa vengeance parce qu'elle veut se venger de Bridget du fait qu'elle se soit enfuie de l'orphelinat avec monsieur Van Der Puf. Et voilà et donc on va suivre toute cette petite aventure. On va suivre l'aventure de Bridget, qui est, une petite fille haut en couleur, qui crée des inventions mais, incroyables, pour pouvoir, rendre la vie, des gens beaucoup plus belle, voilà. Et donc on va être avec une myriade de personnages aussi plus loufoques les uns que les autres. On va vivre une très, très belle aventure avec, Bridget et monsieur Van Der Puf dans cette pâtisserie. Voilà, donc si vous aimez, les livres, jeunesse et si vous ne connaissez pas, comment dire? Cet auteur, n'hésitez pas à le lire parce qu'en tout cas moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. À savoir qu'il y a, 2 autres livres. Donc il y a, alors attendez, Le Train fantôme et il y a aussi, un autre livre qui a été, aussi, fait, je ne sais plus ce que c'est, je ne sais plus le titre. Voilà, mais il y en a 2 autres, voilà, qui sont, déjà sortis.
Donc si vous voulez connaître cet auteur-là, n'hésitez pas parce que c'est un très bon auteur. Moi, je continuerai à suivre les aventures de Bridget Van Der Puf, parce que je me suis régalée avec, toute cette histoire. Voilà. Donc, Bridget Van Der Puf et la grande évasion pâtissière de Martin, Stewart aux éditions Pekaji. Et donc en dernier, donc j'ai lu, le livre de, Nicolas Feuss, donc L'ombre du renard, aux éditions Le Livre de Poche. Alors je sais que ce livre-là, je ne l'ai toujours pas fait en chronique écrite, mais ne vous inquiétez pas, il va arriver donc après cette vidéo. Il arrivera, il n'y a pas de souci là-dessus, je vais, la faire cette chronique écrite. Mais je voulais d'abord vous faire la vidéo, comme je viens de le finir ce matin, je voulais vraiment vous la faire cet après-midi, cette vidéo, pour vous en parler. Donc, L'ombre du renard. Donc, nous sommes dans deux temporalités. Nous allons être dans deux temporalités différentes. Nous allons être d'abord le 16 septembre 1943 en Corse, dans un couvent, le couvent Saint-Antoine, où il y a donc un convoi SS qui va partir avec 6 caisses. Voilà, alors on ne sait pas ce qu'il y a dans ces 6 caisses. Mais ce convoi SS va partir avec ces 6 caisses. Il va partir d'urgence, vu que les SS savent que la guerre est en train d'être perdue par l'Allemagne. Donc ils veulent fuir et sauver ce qu'il y a dans ces 6 caisses. Donc pour ça, donc, ils vont partir du couvent Saint-Antoine. Et ils vont rejoindre la mer sur un bateau où ils vont charger les 6 caisses en fait et commencer à partir. Sauf que il y a un avion de l'Air Force US qui va survoler le ciel et qui va bombarder tout simplement le bateau pour qu'il coule. Et c'est ce qui va arriver. Donc le bateau va couler avec les 6 caisses. Et voilà, et donc, comment dire, quelques années plus tard, on va se rendre compte que, enfin non, en 48, un ancien soldat allemand va être, comment dire, arrêté parce qu'il veut quitter la Corse. Et on sait bien que cet homme était un ancien SS. Donc l'État français va l'arrêter et l'État français va proposer à cet homme de, comment dire, de devenir scaphandrier pour rechercher donc les fameuses 6 caisses qui sont dans la mer. Parce que cet Allemand sait où, je vais y arriver, sait où est positionné donc les 6 caisses, où le bateau a coulé, voilà. Et il fait un marché avec la France, donc en disant qu'il va leur indiquer où est passé, où est l'épave du bateau, avec les 6 caisses dedans, en échange de ne pas être exécuté, tout simplement. Donc la France va accepter et donc on va suivre cet Allemand qui va devenir le scaphandrier de l'État français. Et il va essayer d'indiquer à peu près là où il pense que le bateau a coulé. Et donc on suit cette histoire, donc ce fait réel, et enfin non, ce fait, après je ne sais pas trop vraiment si c'est vraiment réel ou pas, mais en tout cas c'est un fait. Et dans notre époque à nous, je vais y arriver, on va suivre donc plusieurs choses. Donc on va osciller entre la Corse et la Suisse. Il va y avoir des meurtres qui auront lieu en Corse et un meurtre qui aura lieu en Suisse. On va se poser la question de savoir quel lien il y a entre ces deux meurtres en Corse et ce meurtre en Suisse. Et quel lien il y a entre notre année, donc en... Quel lien il y a entre donc, ces 3 meurtres et ce qu'il s'est passé en 1943. Quel lien il y a entre ces 3 meurtres et ce fameux trésor englouti dans la mer. Voilà, on va osciller entre ces histoires-là. Donc on va se rendre compte que les morts, 2 des morts font partie
de la mafia corse, voilà, d'une très grande famille qui est en Corse et qui fait la loi en Corse. Voilà. Et on va être aussi avec un flic qui veut absolument rendre justice. Voilà, parce qu'il a perdu la femme qu'il aimait à cause justement de cette famille corse. Voilà, et donc il veut totalement se venger. Donc il va, comment dire, euh, il va fomenter un plan pour pouvoir venger donc la mort de sa bien-aimée. Et donc on va être aussi dans cette histoire avec un procureur, voilà, un procureur et une greffière qui eux vont donc en Suisse vont essayer de résoudre le meurtre d'un homme qui a eu lieu en Suisse. Et ils vont se rendre compte qu'il y a un lien avec la Corse et qu'il y a un lien aussi donc avec la date de 1943. Et on va suivre toute cette histoire-là, donc cette double temporalité. On va suivre l'affaire de la Corse et de la Suisse. Et on va vite comprendre quel lien il y a avec toutes ces histoires, tous ces faits, toute cette histoire-là. On va rassembler les pièces du puzzle et on va essayer de comprendre toute cette histoire. J'ai trouvé que cette histoire était du bon Nicolas Feuze. Moi, j'aime beaucoup la plume de Nicolas Feuze. Moi, je l'ai connu avec Aurora Borealis, que j'avais adoré. Alors, dans celui-là, c'est un petit peu plus, comment dire, compliqué. Parce que, comment dire, déjà là, c'est un tome 2, mais on peut le lire indépendamment du tome 1. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est des personnages récurrents. Donc, le procureur qui est dans cette histoire-là et sa greffière était déjà dans l'histoire d'avant. Donc il y a quelques petites, comment dire, quelques petits rappels de l'histoire, de la première histoire avant celle-là. Voilà, qui s'appelait, donc le livre s'intitulait Le miroir des âmes, voilà. Mais sachez que ça n'est pas comment dire, vous pouvez lire celui-là avant d'avoir lu le premier, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, ça n'a aucun incident, voilà, sur l'histoire en elle-même. Donc moi j'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé la plume de Nicolas Feuze, j'ai aimé tout ce qu'il a, comment dire, tous les petits indices qu'il a mis, même si je trouve, je sais pas, j'ai eu plus de rebondissements dans Aurora Borealis que dans celui-là. Alors certes, il y a des petites choses qui m'ont vraiment étonnée, à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Mais je trouve qu'Aurora Borealis vaut vraiment son pesant d'or par rapport à celui-là. Même si j'ai été vraiment ravie de lire ce livre et de retrouver la plume de l'auteur. Ouais, j'ai été un peu plus comment dire, j'ai été un peu plus estomaquée par rapport à Aurora Borealis qu'à par rapport à celui-là. Même si comment dire, la façon dont sont tués certains personnages reste quand même bon. Voilà, ça, il a une façon de faire, Nicolas Feuze, qui reste sa façon à lui et qui est une très très bonne façon de faire. Et ces meurtres restent quand même des meurtres bien glauques malgré tout. Et j'ai trouvé que l'histoire dans le passé était vraiment très intéressante, même si je ne pense pas que ce soit un fait réel. Mais ce sont des personnages qui ont vraiment existé, hein, les SS, tout ça. On parle du... Alors, je sais pas s'il était commandant ou quoi, mais on parle de Rommel, Rommel que je ne connaissais pas, qui était un SS. Alors, qui n'a pas commis des... qu'on n'a pas, comment dire, accusé de crimes contre l'humanité parce que il n'a pas tué des gens, tué des juifs, etc., etc. Mais
on l'a quand même invité, à un moment donné à se suicider, parce que, bah, c'était un SS quand même malgré tout, malgré qu'il a pas, voilà. Mais, à cause de ce qu'il a fait, de certains faits, il on l'a invité à se suicider, voilà. Et donc, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, donc si vous aimez Nicolas Feuze et que vous n'avez jamais lu ce livre-là, n'hésitez pas parce que ça reste du bon Nicolas Feuze. Donc, L'ombre du renard, de Nicolas Feuze donc, je vais y arriver, aux éditions Le Livre de Poche. Voilà donc pour mon petit, bilan lecture, donc j'espère que ce bilan vous aura plu. J'espère que vous passez un très bon, 8 mai. Voilà, que vous avez de très bonnes lectures. Moi, là, aujourd'hui, je viens de commencer, le dernier Morgane Mon comble, Un été pour te retrouver, aux éditions, Hugo Roman. Donc c'est le 4e tome et le 4e et le dernier tome, de sa, saga des saisons. Voilà. Ensuite, j'ai l'intention donc de lire, Reborn de Ariel Holz, le tome 1, Tir, aux éditions, Gulfstream. Voilà. Ensuite, j'ai l'intention, de lire, Nettleton State Village, donc pour femmes, faibles d'esprit en âge de procréer, donc d'Anne, Léry, pardon. Et ensuite, donc j'ai l'intention de me plonger dans le nouveau livre de Karine Pitocchi, Murder Party au manoir, Cozy Christmas Mystery, aux éditions donc Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Souvenez-vous, donc le premier tome c'était c'était Cozy Christophe Mystery. Oui, Cozy Christmas Mystery, Retour à Sainte-Marie-Île, que j'avais adoré, ça avait été un véritable coup de cœur. Donc j'espère que j'aurai aussi un coup de cœur pour celui-là. Voilà. Donc voilà les 4 livres que j'ai l'intention de lire pour la prochaine fois. Donc j'espère qu'ils vous plaisent et qu'ils vous donnent peut-être envie de vous les procurer. Écoutez, voilà pour moi, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine, ça sera pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!